Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast InShape to Grow, le podcast qui a pour mission de vous soutenir, vous et votre communauté, dans une démarche holistique de la santé. En effet, nous sommes aujourd'hui avec beaucoup trop de solutions qui s'opposent, des solutions parfois extrêmes. Il est temps de trouver une voie du milieu et être en forme pour bien grandir. Alors dans cet épisode, je vous propose d'aborder la problématique de la sédentarité, ce que l'on décrit aujourd'hui comme le mal du siècle, un mal qui s'est accéléré ces 2 dernières années avec les confinements et le développement du télétravail. Alors la situation est probablement de plus en plus inquiétante. Selon l'ANS, 95% de la population française est à risque à cause de cette sédentarité. Une étude de 2020 nous montre que 30% de la population au-dessus de 15 ans est considérée comme sédentaire, alors que nous savons les liens qui existent entre la sédentarité et notre santé, pas simplement notre santé physique. Il y a une augmentation de la mortalité, toutes causes confondues, de la mortalité par maladie cardiaque, du risque de cancer, du risque de troubles métaboliques comme le diabète sucré, l'hypertension et la dyslipidémie, également des troubles musculo-squelettiques tels que l'arthrose et l'ostéoporose, et des troubles émotionnels comme la dépression et des troubles comme les maladies neurodégénératives. Néanmoins, cela ne se limite pas à une question de longévité, puisque nous savons aujourd'hui que la santé physique des futurs parents va influencer la qualité génétique de leurs enfants, que le développement psycho-émotionnel et de l'apprentissage des enfants va dépendre de cette activité physique, que la capacité de se concentrer, de gérer son stress, de trouver des solutions est également liée à la condition physique générale. Alors comme je le disais dans l'introduction, cette situation s'est accélérée avec les différents confinements que nous avons vécus depuis mars 2020 et personnellement, j'ai fait ma première expérience de sédentarité justement lorsque nous avons été confinés la toute première fois. Car en effet, j'ai commencé le sport très tôt, dès l'âge de 6 ans, et puis je n'ai jamais arrêté. Et dans ma profession, j'avais la chance justement, même en l'absence d'activité sportive, de bouger toute la journée et d'avoir justement un mode de vie actif. Et puis du jour au lendemain, je me suis retrouvé à donner cours en ligne, à rester finalement dans un espace relativement restreint, même si j'avais la chance d'avoir un jardin, même si j'avais la chance de pouvoir m'entraîner dans mon jardin, parce qu'il avait fait beau, parce que j'avais un peu de matériel pour cela, et bien finalement je me suis rendu compte que c'était un vrai défi de ne pas être sédentaire. Alors définissons tout d'abord la sédentarité. Alors le Larousse nous propose 3 définitions. La première, c'est dont la profession n'exige pas de déplacement fréquent hors du lieu où elle s'exerce. La deuxième, c'est qui reste le plus souvent à son domicile et qui sort peu. Et le troisième, c'est dont l'habitat est fixe, à l'opposé de nomade. Mais le mot sédentaire vient du latin sedentarius, qui vient du mot être assis. Et donc, la sédentarité correspond au nombre d'heures de temps que nous passons en position assise, que nous pensons sans bouger. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est que dans notre ADN, dans notre évolution, notre cerveau a évolué grâce au mouvement. En effet, ce sont les travaux du professeur Daniel Wolper de l'université d'Harvard qui nous montrent que c'est grâce au mouvement que nous maintenons notre activité cérébrale. C'est parce que nous bougeons que nous avons besoin d'un cerveau. Et il le montre dans l'évolution, dans la théorie de l'évolution, par l'analyse de la seringue des mers. Ce petit mollusque, en fait, est doté d'un cerveau une partie de sa vie, et il va filtrer la mer durant cette première partie, et puis un jour, il va décider de devenir sédentaire, il va se coller
soit à la coque d'un bateau, soit à un rocher, il va continuer ses fonctions de filtre de mer, mais comme il ne va plus bouger, il ne va plus devoir survivre dans un environnement bien spécifique, et il va auto-consommer son cerveau. Il va détruire, il va manger son cerveau, parce que ce cerveau consomme de l'énergie, et si ça consomme de l'énergie, ça va à l'encontre de sa survie, et donc il préfère le détruire. Il va continuer à vivre, à faire son job, mais il ne va plus devoir réagir face à son environnement. Et lorsque l'on voit justement le niveau de dégradation neurodégénératif des personnes âgées qui perdent leur mobilité et qui finalement deviennent de plus en plus sédentaires, on voit effectivement une diminution de leur capacité cognitive. Évidemment, je reviens sur cette partie fragilisée de notre vie lorsque nous avons déjà toute une série de systèmes qui fonctionnent au ralenti, mais nous savons aujourd'hui que c'est également le cas tout au long de notre vie. On fait un lien entre le mouvement et le développement psychomoteur de l'enfant avec la capacité de se concentrer de l'adulte. Et d'ailleurs, la position assise est la position idéale pour digérer, pour se reposer. Les philosophes grecs donnaient leur cours en mouvement, non pas dans l'effort, parce qu'à ce moment-là, on sort de cette priorité. Si vous êtes dans l'effort, vous allez envoyer votre sang principalement vers les bras et les jambes, les membres qui ont besoin d'un surplus d'énergie. Mais si vous marchez à une vitesse faible, vous allez simplement mettre votre corps en mouvement et vous allez mieux irriguer l'ensemble de votre organisme ainsi que votre cerveau. Et donc finalement, face à la sédentarité, depuis bien longtemps, et je me souviens d'un slogan dans les années 80, sport égale médecine préventive, la solution idéale à la sédentarité, c'est le sport. Nous connaissons les bienfaits de l'activité sportive, la réduction du risque de maladies cardiovasculaires, c'est démontré, la réduction des cancers, et en particulier du sein et du côlon, la réduction du diabète et des maladies métaboliques. Lorsque vous restez assis, votre métabolisme de base diminue rapidement et entraîne finalement une diminution de la sensibilité à l'insuline. Vous avez un meilleur contrôle du poids, donc l'amélioration de la santé mentale et de l'estime de soi, non négligeable, et le renforcement des capacités d'apprentissage. Et donc, depuis plus de 40 ans, nous savons que le sport, c'est la santé. Que le sport est une solution à notre problème de sédentarité. Et nous avons vu petit à petit les loisirs s'associer à une activité sportive et voir les centres de fitness déborder, en tout cas avoir un certain succès. Je me rappelle mon premier semi-marathon en 2000 était considéré à l'époque comme déjà une belle performance. Faire un marathon, ça demandait quand même un investissement plus important. Mais si on regarde aujourd'hui la pratique sportive, nous avons d'un côté une augmentation de la sédentarité et de l'autre une augmentation de cette pratique sportive intense comme le marathon. Mais le marathon finalement devient une clopinette pour certains sportifs. Nous avons les trails qui sont au-delà du marathon, qui peuvent arriver jusqu'à des centaines de kilomètres sans s'arrêter. Nous avons les crossfitters qui vont jusqu'à 6 fois par semaine s'entraîner intensément. Mais sont-ils pour cela des non-sédentaires? La sédentarité est associée à la position assise. Donc doit-on répondre à la sédentarité par du sport, par du fitness, voire des activités extrêmes? Et est-ce qu'il n'y a pas là derrière un risque? Prenons un exemple. C'est le cas typique d'une personne qui sait qu'elle doit se remettre en forme, elle doit reprendre une activité sportive et elle décide le 1er janvier de s'inscrire dans une salle de fitness. Ce sont ses bonnes résolutions partagées le 31 décembre au Xème verre de champagne. Malheureusement, le 1er janvier, toutes les salles sont fermées, donc cette personne se représente le 2 janvier, bien décidée à se remettre en forme, et débute un programme. On lui dit qu'il faut 2 à 3 séances par semaine
pour avoir un impact positif, il est motivé et il se met en forme et convaincu que cette forme doit se travailler à travers la souffrance, la douleur, un no pain, no gain, donc on transpire, on soulève de la fonte et finalement, que se passe-t-il quelques semaines plus tard? Eh bien, c'est la tendinite, c'est la perte de motivation parce qu'on ne voit pas les résultats que l'on espérait, c'est la fatigue et toute une série d'effets secondaires à cette pratique sportive qui n'étaient pas prévus. Mais d'où est-ce que ça vient? Eh bien, tout simplement, notre mode de vie aujourd'hui, sédentaire, mais également par manque de sommeil, également par manque de qualité alimentaire, eh bien finalement, cela entraîne une inflammation dite inflammation chronique systémique. Donc c'est une inflammation qu'on ne ressent pas particulièrement. Le corps est enflammé de manière générale. C'est quelque chose qui peut se mesurer au niveau de la biologie, hein, ce n'est pas une hypothèse. Et c'est lorsque l'on met de l'huile sur le feu, c'est lorsque l'on augmente cette fréquence cardiaque, c'est lorsque l'on commence à transpirer, eh bien, que l'on va enflammer davantage notre organisme. Le sport nous détruit. Le sport, c'est un processus inflammatoire qui justement permet dans les bonnes conditions de progresser. Et les bonnes conditions, c'est une bonne alimentation, un bon repos et un bon sommeil. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a tellement de sources de stress et de déséquilibre de notre comportement d'hygiène de vie que le sport devient un stress supplémentaire. Et donc, nous sommes face à un problème. Une grande partie de la population aujourd'hui n'est même plus capable de s'entraîner, n'a même plus les réserves pour pouvoir bénéficier des effets positifs d'une pratique sportive, même si elle n'est pas intense, même si elle n'est pas tournée vers le trail ou le crossfit ou des exercices de haute intensité qui sont devenus ces 20 dernières années un peu comme la formule magique à la perte de poids. Et c'est vraiment quelque chose qui est tenace dans les croyances populaires. Mais si vous écoutez des auteurs comme Paul Chek, avec qui j'ai suivi de nombreuses formations depuis 2004, qui expliquent que effectivement, selon la charge de stress globale, eh bien, vous allez devoir passer par un programme de remise à niveau avant de faire un programme d'entraînement. Également Eric Edmidez qui demande aux gens de ne pas s'entraîner avant d'avoir une action sur justement l'une des sources de récupération qui est la nutrition, et il met l'importance d'une nutrition anti-inflammatoire justement pour donner l'énergie au corps petit à petit de se rééquilibrer et puis d'être capable de suivre un programme de renforcement musculaire. Et même à un plus jeune âge, combien de stagiaires en formation pour devenir coach sportif ai-je rencontré qui étaient déjà en surentraînement, qui n'arrivaient pas à ne pas s'entraîner parce qu'ils étaient devenus dépendants de cette activité sportive. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une grande différence entre les performances physiques et la santé. Elles peuvent travailler ensemble. Mais malheureusement, ce n'est pas parce que vous avez un beau physique, ce n'est pas parce que vous savez courir un marathon en moins de 3 heures que vous êtes en bonne santé. Combien de sportifs n'ai-je pas vu qui avaient un physique agréable à voir, un physique performant, mais qui à l'intérieur avaient de nombreux problèmes, étaient sous antidouleurs, anti-inflammatoires, et qui n'arrivaient pas justement à sortir de problèmes émotionnels, d'addiction justement à la performance. Et donc, on se rend compte que la réponse à la sédentarité n'est pas malheureusement le sport. Mais alors, quelle est la solution? Nous l'avons dit, la sédentarité correspond à cette position assise. Et de nombreuses études font le lien entre cette position assise et de nombreuses maladies. On a parlé des conséquences de la sédentarité de manière générale. Donc, on pourrait aller un peu plus loin avec la définition de l'OMS qui estime qu'il faut 1 heure d'activité sportive par jour pour les enfants et une demi-heure pour les adultes pour sortir de la sédentarité. Mais si on reprend la définition de base de la sédentarité, c'est-à-dire de rester assis, on se rend compte avec une étude de 2018 que ça diminue le métabolisme de base
à cause de ces muscles qui sont au repos peut-être 7 ou 8 heures par jour, une augmentation du risque du diabète et de la prise de poids par cette position inactive, une augmentation de l'inconfort et des douleurs musculaires, une étude de 2017, une diminution de l'efficacité du système respiratoire et donc un cercle vicieux avec cette gestion du stress parce que si vous respirez mal, eh bien le cerveau ne fait pas la différence entre une mauvaise position et une mauvaise respiration et un danger. C'est-à-dire que s'il y a une respiration haute trop fréquente, c'est que vous êtes en danger et donc ça anime, ça entretient ce système de stress. On a également les risques cardiovasculaires plus élevés en restant assis et on a des risques plus importants de démence, une étude de 2017. Nous avions en 1973, 73, deux études sur le sujet. En 2019, 669 études sur une seule année, pour un total de 9400 études depuis le début des années 70. Et donc, c'est vraiment un sujet qui nous préoccupe, qui s'est accéléré ces 2 dernières années. On voit que le sport n'est pas la solution, mais alors que faire? Que faire par rapport à cette sédentarité, je dirais, imposée, induite par le télétravail? Que faire face à ces sédentaires athlétiques qui pensent rattraper leur sédentarité de la journée avec une activité plus ou moins intense le soir, malgré finalement un poids optimal, vous pouvez être sédentaire, malgré une condition physique optimale, eh bien vous pouvez être sédentaire et être, comme on dit au Canada, tout crush à l'intérieur. Et j'en ai vu de plus en plus qui, de manière extérieure, semblent en bonne santé et à l'intérieur, tout est de travers. Alors où peut-on trouver des solutions à ce problème de sédentarité qui est, comme on l'a vu avec le professeur Wolper, un réel problème à tous les âges et un problème non pas seulement physique et esthétique, mais vraiment un problème de santé. Allons voir alors par exemple les zones bleues. Alors c'est quoi les zones bleues? Ce sont des zones qui ont été étudiées à travers le monde et qui relèvent d'une population avec une santé, une longévité surtout, supérieure à la moyenne. Alors, ces zones bleues ont été étudiées par plusieurs auteurs, mais en particulier par Dan Buettner, qui l'a vraiment popularisé grâce à un reportage pour le National Geographic. Alors les 5 zones bleues principales, certaines vous les connaissez, il y a Okinawa au Japon, il y a également Ikaria en Grèce, il y a Loma Linda en Californie et il y a Nicoya au Costa Rica. Alors qu'observe-t-on chez ces populations où cette longévité, cette santé est optimale? Eh bien qu'ils bougent toute la journée, qu'ils ne sont jamais justement en position de sédentaire et qui jusqu'à un âge très avancé, ils sont actifs. Alors bien évidemment, il y a d'autres paramètres qui ont été étudiés dans ces zones bleues, il y en a 7 en particulier que je pourrais vous mettre en descriptif et qui pourraient faire à l'occasion le sujet d'une prochaine vidéo. Alors si nous observons justement les habitudes en termes de déplacement de nos contemporains, on se rend compte que les Français ont une moyenne de 5100 pas par jour pour une moyenne européenne à 5000 pas. Pour les anglo-saxons, c'est un peu moins, on est plutôt sur 4000 pas. Et pour les Chinois et les Russes, on est plutôt sur 6000 pas. Avec cet objectif que l'on a depuis 1960 des 10 000 pas. Alors à quoi correspondent ces 10 000 pas? Ça n'a rien de scientifique au niveau de la longévité, au niveau de la santé. C'est simplement le calcul du docteur Atano qui fait correspondre les 10 000 pas à 500 kilocalories sur la journée. On a aujourd'hui plus de 5,3 millions de morts dues à la sédentarité. C'est une étude de 2017. Donc là, on a énormément de chiffres. On l'a vu, 9400 études sur le sujet de la sédentarité aujourd'hui et ça continue à augmenter. Mais face à cette solution du nombre de pas par jour, du fait de marcher davantage, parce que c'est un peu ce que l'OMS vous recommande, c'est-à-dire de pouvoir faire au moins une demi-heure d'activité à moyenne intensité sur la journée pour sortir de la sédentarité. Mais si vous allez voir des experts, vous allez voir qu'il manque là aussi toute une série de paramètres importants. Premièrement, la marche ne vous fait travailler que dans un seul plan, le plan sagittal,
Mais nous sommes des êtres qui évoluons dans un monde en 3 dimensions et donc nous avons besoin d'exercices dans le plan sagittal, donc d'avant en arrière, des exercices dans le plan frontal, donc de côté, et des mouvements, en tout cas des stimulations dans le plan transverse, le plan horizontal, c'est-à-dire en rotation. Bien souvent, les blessures chez le sédentaire, comme chez certains sportifs, se font justement dans ces plans qui ne sont pas suffisamment stimulés. Il existe une expression que vous connaissez peut-être, ce sont ces fameux faux mouvements. Allez voir un petit peu ce dont sont capables les athlètes du Cirque du Soleil et vous allez vous demander où sont en fait les faux mouvements. Il n'y a pas de faux mouvements, il y a des mouvements que le cerveau ne reconnaît plus. Le cerveau ne connaît pas vos muscles, il connaît des mouvements. Donc si vous passez votre temps à courir sur un tapis roulant et à faire des exercices de renforcement musculaire assis sur une chaise, ou sur une machine, ça n'apprend rien à votre système nerveux. Ça va peut-être renforcer des déséquilibres et ça ne stimule pas la proprioception, ça ne stimule pas énormément de paramètres que votre corps a besoin pour vivre et survivre dans son environnement. On va également avoir un manque de stimulation au niveau cardiovasculaire, cette fameuse VO2 max, le volume d'oxygène maximal. Quelle est la vitesse, quelle est l'intensité durant laquelle vous pouvez toujours être sous un régime aérobique. Cette VO2 max va pouvoir prédire les problèmes cardiovasculaires. Cette VO2 max, si elle est plus élevée, vous permet d'avoir une journée qui vous prend moins d'énergie puisque vous êtes en meilleure santé. Et ça peut même avoir un impact sur la qualité du sommeil. On sait par exemple que la vitesse de marche est un facteur d'évaluation de la longévité. Et donc si vous avez durant votre vingtaine, votre trentaine, votre quarantaine, une VO2 max moyenne, elle va encore diminuer et vous risquez de ne pas avoir à ce moment-là une VO2 max suffisante pour être indépendant à l'âge justement de cette population que l'on a découvert dans les zones bleues, c'est-à-dire une population encore en pleine santé. On a également un problème au niveau de la masse musculaire avec cette solution d'EPA, puisque à partir de 45 ans, on perd naturellement de la masse musculaire, sauf si on continue à l'entretenir, sauf si on continue à consommer suffisamment de protéines. Mais si à 40 ans, vous êtes déjà limite au niveau de la masse musculaire, eh bien ça va être compliqué de la maintenir et ça va être compliqué de garder une masse musculaire optimale pour maintenir votre autonomie avec le temps qui passe. Et donc là, on se retrouve avec cette sédentarité qui ne sera ni résolue par la pratique du fitness ou du sport 2 fois semaine, ni par la pratique d'une activité de marche tous les jours. Alors, quelle est la solution? Comment peut-on sortir de cette sédentarité, aussi bien pour notre santé physique que notre santé mentale? Eh bien, allons voir un petit peu ce que l'histoire nous raconte, ce que l'anthropologie nous raconte, et on peut justement lire dans un ouvrage du CERN intitulé Historical Background on Evolution of Physical Activity Recommendation. Eh bien, on découvre qu'au Paléolithique, à l'époque où nous étions chasseurs-cueilleurs, on avait des doubles rythmes. On avait un rythme de 2 jours où nous avions une activité intense et ardue pour pouvoir justement répondre à nos besoins alimentaires en allant chasser. Et puis on avait 1 à 2 jours de repos et de fête. Et on peut lire dans cet ouvrage, pendant ces jours de repos, cependant, un effort moins intense mais toujours présent était fait de marche essentiellement. Visite aller-retour de 6 à 20 miles dans d'autres villages pour voir des parents, des amis et faire du commerce avec d'autres clans ou communautés. Et à la maison, des danses et des jeux culturels avaient également lieu. Donc là, on voit que historiquement, dans notre ADN, eh bien, on avait des activités fonctionnelles intenses et ardues qui étaient liées à la chasse et à la survie, alternées avec des moments de repos, de fête et de danse. Et donc là, on a une piste de travail. On n'est ni dans une activité purement sportive à côté d'un mode sédentaire, et on n'est ni dans un mode actif continu sans une activité intense mais réduite. Et donc en conclusion, la solution, c'est effectivement de tirer les bénéfices de ces 2 approches. Premièrement, on va sortir de la sédentarité, on va quitter notre chaise par des moments de mouvement répartis sur la journée en faisant attention à travailler sur ces 3 plans. Ça va à la fois aider la santé
de notre système ostéo-articulaire et surtout de notre colonne vertébrale, mais ça va également améliorer notre santé cardiovasculaire en améliorant la sensibilité à l'insuline. Ça va également permettre à notre système immunitaire d'être plus efficace en activant le système lymphatique, mais cela peut également créer de nouvelles connexions neuronales pour améliorer notre focus et notre créativité à travers donc cet apprentissage et une meilleure oxygénation de nos neurones. On va également 2 fois semaine se remettre à une activité physique plus intense qui est associée à ce moment-là à de l'entraînement. Donc on a du mouvement et on a de l'entraînement qui sera adapté à chaque personne, à chaque niveau, on y reviendra également, et qui aura également des bénéfices au niveau physique et au niveau mental. Aristote le disait, être en forme pour bien penser, bien être oxygéné. Au niveau mental, c'est également un impact important sur l'estime de soi. On sait qu'une meilleure masse musculaire influence l'estime de soi, influence la confiance en soi et ça améliore aussi la dépense calorique. Vous aurez moins d'effets néfastes de votre position assise parce que c'est un peu obligatoire aujourd'hui selon votre activité professionnelle. Mais si vous avez une meilleure masse musculaire, il y aura moins d'impact de ces moments en position assise. Mais ça va même beaucoup plus loin et on peut lire à travers les ouvrages de Frank Forensich les bienfaits de cette activité physique, de ce mouvement à travers le jeu, à travers les interactions sociales, à travers des moments qui nous mettent en joie. Le jeu, attention, n'est pas associé à la compétition. La compétition peut être un élément intéressant pour se dépasser, pour mettre en application ce qu'on apprend à l'entraînement, mais au-delà de la compétition, le jeu est extrêmement intéressant justement pour les bénéfices émotionnels et on va même plus loin. Selon la théorie polyvagale, le jeu permet de stimuler le système parasympathique ventral qui est un système très efficace pour la récupération, la régénération de nos cellules, de notre biologie. Et donc je vous propose plusieurs outils et 3 en particulier aujourd'hui pour cette mise en application. Le premier, c'est la mise en place de micro-entraînements durant votre journée, des microdoses. Idéalement, ce serait une microdose par 90 minutes. 90 minutes, c'est le temps visiblement maximum pour un adulte au niveau de sa concentration. Toutes les 90 minutes, je vais vous inviter à bouger dans les 3 plans et ça peut être multiple, ça peut être jonglé, ça peut être fait des exercices de type fitness, mais en ajustant justement ces exercices dans les 3 plans, vous n'allez pas transpirer, vous allez simplement mettre votre corps en mouvement. Si toutes les 90 minutes n'est pas possible, au moins une fois le matin, une fois le midi, en ajustant un moment d'activité au moment du petit déjeuner, au moment du repas de midi, et éventuellement encore une activité le soir. Donc ça fait des microdoses de mouvement qui va garder votre corps actif. On peut également travailler sur le nombre de pas. 6500 pas semble être l'objectif à atteindre au minimum pour sortir de cette sédentarité. Donc vous le voyez, il y a énormément d'options que l'on va devoir, je dirais, insérer dans notre quotidien. Tout comme on insère des moments de pause pour manger, comme on insère des moments de pause pour dormir, il faut devenir proactif de son quotidien si l'on veut investir dans sa santé et pas simplement à long terme mais à moyen terme et à court terme par rapport par exemple à la qualité du sommeil, on va planifier de manière furtive des moments de mouvement. Je le disais, les moments de repas sont des bons moments parce que le but n'est pas de transpirer, le but n'est pas d'activer la fréquence cardiaque, le but est de bouger. Donc c'est excellent même pour préparer la digestion ou pour aider la digestion à partir du moment où vous avez un contrôle de votre respiration. Mais vous pouvez également ajouter des moments de pause active lorsque vous changez de réunion, lorsque vous allez faire des photocopies, lorsque vous vérifiez vos emails. Et donc la planification furtive ou aussi le stacking, le fait d'empiler 2 moments dans votre journée. Vous avez déjà vos habitudes. Par exemple, la pause café, c'est également un moment optimal pour faire 7 minutes, c'est suffisant. Je vous donnerai l'occasion dans le descriptif de découvrir un programme
réalisé par Seven Movement, qui est un peu le leader de la création de ces microdoses d'entraînement. Et donc vous pouvez avoir 7 minutes le matin, 7 minutes le soir et d'autres activités dans cette planification furtive, dans cet empilement de moments pour pouvoir rester actif durant votre journée. Ça, c'est l'objectif pour tout un chacun, quel que soit le niveau athlétique. Ne devenez pas des sédentaires athlétiques, parce que là aussi, il y a des risques au niveau des blessures, au niveau du surentraînement, au niveau de l'inflammation. Et donc le deuxième outil, c'est de pouvoir se baser sur des évaluations personnalisées. Comme le dit l'un de mes mentors, Paul Chek, « If you don't test, you guess ». Et si vous ne testez pas, vous ne ferez que deviner. Alors parfois ça fonctionne, et parfois ça ne fonctionne pas. C'est un peu le Vogelpick, c'est un peu la roulette russe, si je peux me permettre. Vous avez une génétique qui correspond au choix intuitif que vous avez fait. Ça peut marcher, mais ça peut ne pas marcher non plus. Et donc il va falloir évaluer votre état inflammatoire, il va falloir évaluer au minimum votre état de condition physique, je dirais cardiovasculaire, pour voir si vous êtes dans la norme, si vous êtes dans la moyenne. Et selon vos envies, vous pourrez aller évidemment plus loin. Il va falloir évaluer également votre condition physique musculaire pour voir si vous êtes également dans une norme optimale. Je vous ai parlé tout à l'heure de la vitesse de marche qui peut être un des facteurs évaluant votre qualité de longévité, mais la poigne et la force dans la main est également un autre facteur qui définit votre capacité de longévité. Donc tous ces éléments doivent faire partie de votre programme ou du programme de vos coachés si vous êtes dans le milieu pour pouvoir justement offrir un vrai programme de remise en forme. Pas un programme athlétique, esthétique, qui est aussi important. Ça, ce sont les envies de la personne. Mais ces besoins, nous avons besoin de bouger. Et donc le troisième outil, c'est la périodisation, c'est la programmation. Vous avez besoin d'un programme de remise à niveau, peut-être que vous y êtes déjà, et du coup on a un programme de remise en forme par rapport à vos envies, et puis il y a un programme de stabilisation avec cet élément essentiel qui est le plaisir, qui est la joie. Parce que la personne qui se remet en forme, qui découvre le jogging et puis qui devient dépendant du jogging et qui finalement se rend compte que le jogging c'est pas assez, il se met au semi-marathon. Et puis le semi-marathon, il se lance un nouveau défi, il veut faire un marathon. Et puis le marathon n'est pas suffisant, alors il devient coureur de trail, et puis d'ultra trail. Et puis finalement, où est la vie sociale? Où est la vie de famille? Où est l'équilibre entre la vie professionnelle, la santé physique athlétique et les autres domaines de la santé? Alors, je ne critique évidemment pas ceux qui sont passionnés par le trail, par le marathon, par le triathlon, par le crossfit. Ça peut vraiment être une passion, mais il faut que ce soit, comme on dit, écologique, cohérent avec les autres domaines de la santé. En conclusion, le mouvement et non la performance font partie de notre ADN. D'ailleurs, en parlant de génétique, vous avez des personnes qui sont dominantes de fibre 1 et donc qui auront une meilleure adaptabilité aux entraînements de longue distance, d'endurance, en aérobie, et puis d'autres personnes qui ont une génétique beaucoup plus efficace dans les efforts explosifs de force parce qu'ils ont un plus grand nombre de fibres 2. Tout cela peut aujourd'hui facilement s'évaluer à travers un test génétique. Alors, vous avez envie de voir un peu quels risques nous avons aujourd'hui. Je vous mettrai un petit extrait du film de Disney sur Wall-E. Probablement que si vous êtes parents, vous connaissez cet dessin animé, voire vous l'avez vu 1 million de fois. Et bien dans Wall-E, vous avez un moment où eh bien, les gens sont devenus extrêmement sédentaires puisqu'ils se déplacent sur des chaises volantes. Ils ne consomment qu'une alimentation liquide et donc très calorique parce qu'ils ne savent même plus mastiquer. Et ils sont évidemment tous en surpoids ou obèses. Donc on est proche de cette situation-là qui est effectivement caricaturée, mais qui est quand même une illustration de notre monde aujourd'hui. Et dans cet extrait, vous le verrez, il se passe un événement et une personne tombe. Il demande de l'aide et personne ne répond. Un robot qui va répondre à sa demande d'aide. Et bien aujourd'hui, on a des études qui montrent l'impact de la santé du microbiote, qui va dépendre de votre nutrition et de votre non-sédentarité, et l'empathie.
L'empathie est influencée par la qualité du microbiote. Donc c'est une vraie question de civilisation moderne. Nous étions dans le mouvement au paléolithique pour des raisons de survie à court terme. Aujourd'hui, nous devons bouger pour des questions de survie à long terme. Et c'est vraiment important de s'engager et d'engager vos coachés non plus dans un programme physique, mais dans un programme santé. C'est pour ça que d'ailleurs, depuis plusieurs années, on est de moins en moins sur des centres de fitness, mais plus sur des centres de wellness. Il faut ces deux polarités ensemble pour avoir un résultat optimal. Il nous faut un programme physique qui vous donne à la fois des satisfactions physiques, émotionnelles et mentales. Physique, définissez vos besoins et vos envies, et à partir de là, on peut créer un programme. Émotionnel, définissez ce que vous aimez et ce qui vous met en joie pour être un moteur finalement. Pourquoi voulez-vous vous remettre en forme? Et mental, il est essentiel aujourd'hui de sortir de ce que Descartes nous a affirmé il y a 4 siècles, je pense donc je suis, mais plutôt le lien entre le corps et l'esprit. On ne peut pas découper le corps de l'esprit, l'un n'est pas plus important que l'autre et il est essentiel de pouvoir utiliser l'un avec l'autre. Pouvoir se donner des objectifs, c'est une activité mentale pour mettre son corps en mouvement, et en mettant son corps en mouvement, on aura l'occasion de faire de meilleurs choix au quotidien. Nous sommes donc aujourd'hui, me semble-t-il, à un tournant de notre société. Nous avons aujourd'hui besoin de leaders, nous avons besoin de gens qui donnent l'exemple, pas spécialement au niveau professionnel, bien sûr que si vous êtes coach, vous allez être cet exemple, même si je l'ai dit, il faut éviter d'être un sédentaire athlétique, avec un beau physique, mais il faut être vraiment dans le mouvement, il faut vraiment être dans l'ADN de l'être humain, et pour cela, devenir des exemples pour une communauté, pour la famille, pour une entreprise. Comme le décrit très bien le professeur Christakis, cette mise en action aura un impact sur les amis des amis de vos amis. Il ne faut surtout pas sous-estimer l'impact de nos actions par rapport à nos paroles. Il faut effectivement pouvoir être dans l'action, dans le mouvement, sans spécialement faire la morale, mais cela pourra avoir un impact sur votre entourage, bien au-delà de ce que vous pensez. Vous ne connaissez pas les amis des amis de vos amis. Et nous parlions dans l'épisode 53 du podcast In Shape to Grow de l'importance des archétypes. Et si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à le suivre parce que vous aurez des pistes intéressantes. Mais dans les archétypes principaux, vous avez l'archétype du guerrier. Eh bien, si vous n'avez pas un guerrier suffisamment développé, voyez autour de vous qui a cet archétype dominant et allez vous inspirer de lui, allez vous entraîner avec cette personne parce qu'elle va vous motiver, elle va vous permettre justement de passer ce cap de l'action. Et si vous êtes coach, bien évidemment que vous devez avoir cet archétype de guerrier vraiment bien développé, mais attention de ne pas trop le tourner vers la performance. Je vais donc vous inviter après cet épisode à créer votre propre programme santé. Définissez quelle est votre santé optimale et créez votre programme. Créez les programmes de vos coachés à partir d'aujourd'hui dans cette optique. Et si vous avez besoin d'inspiration, n'hésitez pas à télécharger l'outil que j'ai mis au point justement dans cette optique de créer une modélisation de la santé optimale qui est très personnelle évidemment et que vous trouverez en descriptif de cet épisode. Voilà, j'espère que à nouveau cet épisode vous a inspiré, vous a donné les outils, les références pour passer un cap dans une approche beaucoup plus holistique de la santé. Donc évitons d'être soit un sédentaire athlétique, soit un non-sédentaire en manque de conditions physiques. Nous avons besoin des deux. Notre monde aujourd'hui est très confortable, c'est à nous de passer à l'action. D'ici le prochain épisode, eh bien, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée et surtout, prenez soin de vous.